Eh bien, écoutez, bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré au recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Nous allons débuter tranquillement, le temps que les retardataires puissent se connecter. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par remettre un petit peu le cadre de ce webinaire. Donc, normalement, pour la plupart, vous n'avez pas vos caméras. Ça permet, vu que le webinaire est enregistré, bah, pour ceux qui ne souhaiteraient pas qu'on puisse diffuser leur image, de pouvoir du coup, respecter cette règle. Je vous demanderai du coup de couper vos micros pour que l'ensemble des participants puissent avoir une bonne qualité d'écoute. Vous pourrez les réactiver au moment des questions-réponses, puisque à la fin du coup de ce webinaire, vous aurez tous la possibilité de vous exprimer si vous avez des questions, des remarques, l'envie de partager un retour d'expérience. Voilà, n'hésitez pas. Si tout au long du webinaire, vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le fil de discussion et en fin de webinaire, je les reprendrai, en tout cas dans la mesure du possible, pour qu'on puisse, avec les intervenants, essayer de vous répondre le mieux possible. Comme vous vous doutez, ce webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible sur le site du FIP. Donc voilà, si vous devez vous déconnecter en cours de webinaire, ben, en tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'accéder au contenu postérieurement et je vous transmettrai aussi la présentation. Voilà, si vous voulez prendre des notes, pas forcément de façon frénétique, sachez que vous aurez le support de présentation. Peut-être pour commencer ce webinaire, je vous propose de vous expliquer pourquoi nous avons décidé de le lancer. Déjà, bah, peut-être pour mieux connaître les procédures de recrutement des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. On le sait aujourd'hui, c'est un vrai enjeu et c'est un enjeu très fort pour le FIP de pouvoir permettre l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. Et on se rend compte aussi que beaucoup d'employeurs ne connaissent pas toutes les modalités de recrutement. Donc, on souhaitait vous faire partager en tout cas bah, ces procédures et puis vous faire aussi quelques retours d'expérience d'employeurs. Vous aurez la possibilité, du coup, au travers de Valentina Sarma, de prendre connaissance de certains retours d'expérience. Et puis, en dernier lieu de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions. On espère qu'on pourra y répondre, en tout cas, de la manière la plus claire possible. Dans le cas où il y aurait des questions auxquelles on n'aurait pas les réponses, on s'engage du coup à vous apporter les réponses ultérieurement pour que vous puissiez avoir l'information. J'ai la chance de co-animer ce webinaire avec deux personnes et que je vais laisser se présenter. Maëlys Buxberger. Maëlys, voilà, parfait. Bonjour ou rebonjour à tous. Je suis donc Maïlis Boxberger. Je connais certains d'entre vous, mais certainement pas tout le monde. Je suis chargée de développement territorial pour le FIPHFP en Île-de-France, avec donc sous l'autorité de Mohamed Ayadi, que vous connaissez peut-être, donc votre directeur territorial au handicap pour le FIP en Île-de-France. J'interviendrai pour rappeler les grands principes sur le recrutement et puis, donc, je souhaite la bienvenue à tous. Et juste en propos introductif, je voulais juste rappeler que le recrutement, c'était avant tout l'adéquation d'une compétence et d'un poste. Et ça, c'est à ne pas perdre de vue puisque c'est valable évidemment pour les personnes en situation de handicap comme pour tout autre type de recrutement. Parfait. Bienvenue et bon webinaire. Merci Maëlys. Et je serai également accompagnée de Valentina Sarma. Valentina, est-ce que le micro fonctionne? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est bon Valentina. Par contre, on ne vous voit pas. Euh, Valentina Sarma, chargée de relations employeurs publics au Cap Emploi 91, donc organisme de placement spécialisé pour les personnes en situation de handicap, et j'interviendrai pour vous présenter quelques dispositifs et l'offre de services de Cap Emploi. Parfait. Merci beaucoup, Valentina. Et donc, moi, je suis Gladys Corbeau. Donc, je serai votre hôte dans le cadre de ce webinaire. Donc, j'anime avec plusieurs de mes collègues le réseau Handipact en Île-de-France. Et donc, j'aurai le plaisir, du coup, de pouvoir vous présenter tout au long de ce webinaire les différentes modalités de recrutement et aussi quelques bonnes pratiques. Parce que l'objectif, c'est aussi que vous puissiez repartir de ce webinaire avec quelques bonnes pratiques sur la thématique du recrutement.
Pour vous donner un petit peu le programme de cette heure et demie, nous allons d'abord commencer par quelques rappels de chiffres clés de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique. Puis, nous présenterons les modalités de recrutement. Enfin, on terminera par les bonnes pratiques et, comme je vous le disais tout à l'heure, par la possibilité d'avoir des échanges questions-réponses en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos petites questions dans le webinaire, dans le fil de discussion du webinaire. Donc, l'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un taux d'emploi direct dans la fonction publique de 5,45%. Donc, on est quasiment à l'objectif des 6%. La fonction publique territoriale s'en sort un peu mieux que les autres pans de la fonction publique avec un taux d'emploi de 6,72%. Mais il faut savoir qu'au global, on a aujourd'hui dans la fonction publique plus de 260 000 bénéficiaires de l'obligation d'emploi en 2022. Donc, c'est plutôt très positif. Et on a eu plus de 34 000 recrutements de personnes en situation de handicap et plus de 8 243 maintien dans l'emploi dans la fonction publique en 2022. Donc, on voit que plus les années passent et plus l'implication des employeurs publics s'accroît, et ce qui permet du coup à la fois de permettre à des personnes en situation de handicap de découvrir les métiers de la fonction publique, mais aussi de permettre des agents en situation de handicap de conserver leur emploi au sein de la fonction publique. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux modalités de recrutement dans la fonction publique. Et pour débuter, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse débuter par le concours, qui est quand même la première modalité de recrutement. Et je laisse la parole à Maëlys. Merci Gladys. Oui, donc on voulait rappeler les grands principes et comme l'a dit Gladys, le principe pour rentrer dans la fonction publique, c'est le concours. Et ce qu'il faut bien savoir et bien noter, c'est qu'il y a un principe unique, c'est le principe d'égale admissibilité aux emplois publics. Donc, il est dans le Code général de la fonction publique. C'est vraiment un principe de non-discrimination et en particulier non-discrimination par rapport à l'état de santé de la personne qui candidate à un concours. Les conditions générales pour pouvoir postuler dans la fonction publique, elles sont aussi dans le Code général de la fonction publique. Il faut que le candidat soit en situation de jouissance de ses droits civiques. Il faut qu'il n'ait pas de mention au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ou plutôt que s'il y a des mentions, celles-ci soient compatibles avec l'exercice des fonctions. Donc ça, c'est l'autorité administrative qui va y veiller au moment d'un recrutement. Il va demander le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Il faut que le candidat soit en situation régulière par rapport au regard des obligations de service national. Et enfin, il y a une condition de nationalité. On préfère la rappeler, c'est que la nationalité française, c'est une des conditions requises pour devenir fonctionnaire, mais il faut savoir que les personnes d'un État membre de l'Union européenne peuvent aussi passer un concours et être titularisées. Donc ça, c'est important. Pour les personnes d'une autre nationalité que française ou Union européenne, si elles sont en situation régulière, elles peuvent occuper des emplois publics en tant que contractuels. Pourquoi on rappelle tout ça? Tout simplement parce qu'on sait que il arrive que des référents handicap ou des DRH ou des responsables de service proposent un candidat en situation de handicap ou non, et en fait, sa candidature ne pourra pas être recevable parce qu'il ne remplit pas l'une ou l'autre de ces conditions. Voilà, donc c'est important de bien les avoir en tête. Merci Maëlys. On peut passer, ouais. Donc, en effet, le cadre est très important. Et puis, comme on se le disait, aujourd'hui, on vous redonne le cadre du concours. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce concours peut être aménagé pour les publics en situation de handicap. Donc, ces demandes doivent être faites au moment de l'inscription par la personne en situation de handicap auprès du service organisateur du concours. Et pour faire cette demande, il faut que la personne soit titulaire d'une RQTH, donc d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il faut qu'elle ait pu consulter en amont un médecin agréé qui va du coup préconiser les aménagements d'épreuves. Donc, par exemple, un tiers-temps, la possibilité d'avoir des temps de pause, d'avoir voilà, des outils complémentaires.
Et surtout, il faut que ce certificat médical soit intégré à la demande à la demande du dossier de concours. Donc, il faut vraiment que la personne ait pu faire cette démarche en amont de son inscription au concours. Les autres modalités de recrutement hors concours, qui est aussi le sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, on a vraiment trois grandes catégories, notamment pour la partie recrutement. On va avoir le recrutement par la voie contractuelle au titre du handicap. Donc, on le verra, c'est l'article L 352-4 du Code général de la fonction publique. On a la titularisation suite à l'apprentissage. Donc, ça, c'est l'article 91 de la loi de transformation de la fonction publique. Et enfin, on a le recrutement des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi via le dispositif de promotion détachement. Et ça, c'est l'article 93. Donc, on va débuter par le recrutement de droit commun par la voie contractuelle. Donc, ça, c'est en gros, vous avez un poste qui s'ouvre, vous publiez une annonce, une personne en situation de handicap se positionne sur cette annonce, elle a les compétences, elle a les diplômes, vous pouvez la recruter dans le cadre du statut contractuel grâce du coup à l'article du Code général de la fonction publique. Et là, on va répondre à un besoin temporaire. Le deuxième cas de figure, c'est quand vous ouvrez des postes par la voie contractuelle au titre du handicap. Donc là, c'est l'article L352-4 du Code général de la fonction publique. Et ça permet aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi d'accéder directement au statut d'agent titulaire sans passer le concours. Donc ça, c'est l'article 38. Pour qu'ils puissent accéder au statut de titulaire, il faut qu'ils puissent avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, le diplôme et le niveau d'études requis sur le poste qu'ils visent. Il faut également qu'ils puissent être recrutés en CDD avant d'accéder à une éventuelle titularisation. Et la durée de ce CDD va être identique à celle que ce qu'il aurait dû avoir si jamais il avait passé le concours. Enfin, sa rémunération va être identique à celle d'un agent stagiaire issu du concours par rapport à l'emploi visé. Et comme le disait tout à l'heure Maëlys en introduction, il faut se rappeler qu'on recrute avant tout un candidat qui correspond à des besoins, qui correspond à des compétences recherchées. Donc certes, on a l'ouverture de recrutement au titre du handicap, mais pour ça, il faut que la personne en situation de handicap réponde aux besoins de l'administration, mais surtout qu'elle ait l'aptitude professionnelle nécessaire pour pouvoir tenir le poste. Et ça va être une commission spécifique qui va permettre de valider tous ces points. On a décidé de vous présenter un petit exemple, notamment un exemple de la Direction générale des finances publiques qui a lancé en 2023, au titre de l'année 2023, donc c'était en début d'année, un avis de recrutement de travailleurs en situation de handicap par la voie contractuelle pour les postes d'inspecteurs, de contrôleurs et d'agents administratifs de la fonction publique, de la finance publique. Et donc, du coup, on vous a mis quelques imprimés écran. Donc, en gros, là, vous avez la publicité de la campagne de recrutement, donc qui explique qu'on a 30 postes, par exemple, d'inspecteurs des finances publiques qui sont ouverts. Pour y candidater, il faut pouvoir envoyer son dossier avant le 20 janvier 2023 et que surtout, il faut avoir le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et puis la deuxième image, c'est la notice de l'avis de recrutement. Et là, vous pouvez voir pour chacun des départements et des postes, le nombre de postes ouverts aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc là, les candidats devaient à chaque fois envoyer leur candidature à chacun des interlocuteurs sur les départements qui les intéressaient. Bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, leur candidature était retenue s'ils avaient les compétences, les diplômes et les aptitudes professionnelles nécessaires au poste d'inspecteur, de contrôleur ou d'agent administratif des finances publiques.
Deuxième catégorie de modalités de recrutement, c'est l'apprentissage. Vous l'aurez compris, c'est un vrai enjeu dans la fonction publique, l'apprentissage, et c'est aussi un sujet qui est fortement porté par le FIP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'apprentissage pour les apprentis bénéficiaires de l'obligation d'emploi est sans limite d'âge. Donc, ça, c'est quand même très important. Pourquoi elle est sans limite d'âge? Tout simplement parce qu'on le sait, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ont souvent des niveaux d'études faibles et du coup, on veut leur donner la possibilité de pouvoir acquérir des compétences, des diplômes tout au cours de leur vie professionnelle. Et la meilleure solution quand on fait une reconversion professionnelle, bah, c'est de pouvoir appliquer à la fois ces acquis théoriques, mais aussi pratiquer dans le cadre professionnel. Et donc, l'apprentissage est l'une des solutions la plus plébiscitée pour monter en compétence, notamment pour ces publics. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'obtention de la RQTH ou d'un document équivalent est nécessaire pour bénéficier des aides et des aménagements pour notamment le contrat d'apprentissage. Donc, notamment pour pouvoir bénéficier d'un allongement de la durée du contrat ou une majoration de prise en charge, il faudra que la personne que vous recrutiez puisse justifier de son statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. À noter que si jamais vous recrutez une personne qui a moins de 16 ans, vous aurez la possibilité d'utiliser la notification de l'allocation d'éducation pour l'enfant en situation de handicap qui va valoir la RQTH. Donc, vous pourrez utiliser ce justificatif-là dans le cadre de vos demandes d'aide de prise en charge. Donc, le contrat d'apprentissage, comme je vous le disais, peut être allongé d'1 an et ça va permettre du coup à la personne de pouvoir acquérir et surtout expérimenter plus longuement du coup ses acquis au sein de son employeur. Et tout au long, toutes les étapes du parcours de l'apprenti peuvent être aménagées, c'est-à-dire que du coup, on peut aménager les phases de test, les phases de positionnement, les temps du coup chez l'employeur, en centre de formation, les évaluations, les examens. Vraiment, il faut ne rien s'interdire. À partir du moment où vous avez une préconisation du médecin du travail, bah, il faut pouvoir essayer d'aménager le poste de cet apprenti pour qu'il puisse apprendre et travailler dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut noter, c'est que quand on regarde le taux d'apprentis dans la fonction publique, donc apprentis BOE ou non, ça ne enfin, les apprentis BOE ne représentent que 3,2% des apprentis au sein de du secteur public. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un taux qui n'est pas forcément très élevé. Et notamment en 2022, les contrats d'apprentissage ne représentaient que 1% des contrats, les contrats d'apprentissage BOE. Donc, pour le coup, l'État a aujourd'hui envie d'insuffler une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, elle se voit puisqu'entre 2021 et 2022, le nombre d'apprentis en situation de handicap a augmenté de 21%. Donc pour le coup, on sent que les employeurs publics ont envie de s'engager. Maintenant, on sait aussi que culturellement, ce n'est pas forcément un contrat qui a été utilisé. Donc, ça prendra du temps, mais pour autant, cela est possible. On a aussi une circulaire qui notamment pour la fonction publique d'État, établit un objectif de recrutement d'apprentis pour l'année 2022, pour la campagne de recrutement de 2022, de 17 000 apprentis, donc comme objectif. Et parmi ces apprentis, l'État donne comme objectif 6% d'apprentis en situation de handicap. Et donc, du coup, ça représente plus de 1000 apprentis BE. Donc voilà, ce sont des objectifs que l'État se donne pour justement permettre aux employeurs de se challenger sur cette thématique. Pour terminer sur le volet apprentissage, comme on vous le disait tout à l'heure, on a la possibilité de titulariser un apprenti à la suite
du coup de son contrat d'apprentissage sans passer par les voies de concours. Et donc ça, c'est l'article 91 de la loi de transformation de la fonction publique qui le permet. Et donc du coup, cet apprenti pourra être titularisé, bien sûr, toujours si jamais il possède les compétences et les aptitudes professionnelles nécessaires à la tenue de son poste. Et ça, ce sera, comme tout à l'heure, une commission de titularisation qui validera le fait que cet apprenti peut être titularisé au sein de la fonction publique. Nous avons parlé du coup concours, recrutement par la voie contractuelle, apprentissage. Et donc maintenant, on va passer au contrat d'insertion professionnelle. Et du coup, c'est Valentina qui va vous présenter ces contrats. Merci. On va commencer par le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État, plus communément appelé le contrat PACTE. Le contrat PACTE s'apparente un petit peu à de l'alternance. C'est un contrat qui permet à des demandeurs d'emploi d'être recrutés sur des emplois de catégorie C, sur les 3 fonctions publiques. C'est un contrat du coup qui a une durée déterminée de 12 à 24 mois à temps plein. La personne recrutée s'engage dans un parcours de formation afin de préparer un diplôme en lien avec le poste visé. Donc, c'est un contrat qui donne le statut de salarié de droit public dans un premier temps. Et à l'issue de ce contrat, la personne peut être titularisée euh, sur l'emploi visé. C'est un dispositif qui, du coup, est spécifique pour certains types de publics. Il y a des critères d'accès. On va être plutôt sur des profils jeunes de 16 à 28 ans qui n'ont pas de qualification, qui ont une qualification infra-bac, ou plutôt des personnes âgées de plus de 45 ans et qui sont demandeurs d'emploi de longue durée. Donc, c'est pas un contrat, un dispositif qui s'applique à toutes les personnes, mais qui permet du coup d'avoir une possibilité de s'intégrer pour des personnes qui sont soit en voie de reconversion, soit qui ne sont pas qualifiées, de pouvoir réintégrer un emploi. On a un exemple, par exemple, toujours avec la direction des finances publiques, qui a recruté sur des postes d'agents administratifs et qui a permis, par exemple, à des jeunes en situation de handicap qui n'étaient pas forcément, qui ont été déscolarisés, qui ont permis, ce contrat a permis de pouvoir retourner du coup sur un emploi et de valider une qualification en lien avec le poste occupé. Peut passer au dispositif suivant. On a le CDD tremplin. Alors là, c'est plutôt une expérimentation qui a été mise en place depuis 2019, qui concerne plutôt les entreprises adaptées. L'idée, c'est qu'on puisse, à la personne en situation de handicap, lui permettre d'être recrutée sur un poste de travail, mais en bénéficiant tout au long du parcours un accompagnement individuel. L'idée est de permettre à la personne de retrouver une activité salariée, mais en parallèle de travailler un projet. Donc là, c'est un objectif plutôt de transition professionnelle. Comme son nom l'indique, c'est que le but ce soit un CDD de tremplin. Donc que la personne puisse préparer son parcours tout en ayant une activité salariée. Donc là, pour le coup, ça s'adresse aux entreprises adaptées. Donc ça concerne moins la fonction publique dans un premier temps. Alors, ça va concerner la fonction publique si jamais vous souhaitez intégrer en fait une personne qui, dans le cadre de PMSMP, enfin de période de mise en situation professionnelle ou d'immersion, là, vous aurez la possibilité en effet de prendre contact avec des entreprises adaptées ou les entreprises adaptées vous contacteront pour vous dire, voilà, j'ai un collaborateur qui souhaite découvrir les métiers de la fonction publique, par exemple ouvrier du paysage au sein de la fonction publique, au sein d'une mairie. Et là, vous aurez la possibilité, du coup, d'avoir une mise à disposition de cette personne et de lui permettre, du coup, de découvrir ce métier et voir si, en effet, à terme, il se projette ou non dans le cadre de la fonction publique. Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé de vous présenter aussi ce contrat-là, qui certes ne vous concerne pas en propre parce que vous ne serez pas l'employeur de la personne. Pour autant, ça peut être aussi une possibilité pour vous de faire du pré-recrutement, de la pré-qualification de compétences, puisque du coup, vous aurez la possibilité de
d'accueillir cette personne, de voir si elle a les bonnes compétences, les bons savoir-être, si elle a le bon intérêt pour vos métiers et peut-être à terme lui proposer peut-être dans un premier temps un, un, un CDD et puis après voir une titularisation. Voilà, je te redonne la parole. Ensuite, les contrats aidés, le parcours emploi compétences, appelé PEC, qui est un contrat sur un modèle tripartite. C'est un contrat qui est prescrit par le service public de l'emploi et qui est en lien avec l'employeur et le salarié. L'idée, c'est que c'est un contrat de droit privé pour une durée à minima de 6 mois, mais qui peut être sur un CDD ou un CDI. L'idée étant qu'on puisse recruter une personne qui a déjà un certain nombre de compétences, mais qui aurait besoin d'acquérir des compétences précises par un poste occupé. Et donc, une aide de l'État est versée. En contrepartie, l'employeur forme cette personne salariée à ses besoins spécifiques. Donc, c'est un contrat qui permet de monter, qui permet aux salariés d'avoir une montée en compétences pour des personnes qui sont peut-être aussi en cours de reconversion professionnelle, où il n'y a pas forcément nécessité de repasser par tout un cursus de formation, qui pourrait transférer ses compétences acquises dans le cadre de son parcours précédent et pour qui des petits ajustements pourraient se faire. Et donc, c'est un contrat où un entretien tripartite est fixé en amont, où on va justement évaluer un petit peu le profil de la personne, l'écart qu'il y a avec le poste occupé, et de noter un petit peu, de se donner comme objectif à la fin du contrat d'atteindre les quelques compétences qui lui manqueraient. C'est un dispositif qui peut être renouvelé jusqu'à 5 ans pour une personne en situation de handicap. Le but étant qu'elle puisse à la fin rebondir sur de l'emploi pérenne. Mais ce temps de contrat aidé permet justement de sécuriser et d'amener la personne à un niveau d'autonomie assez fort pour qu'ensuite elle soit recrutée sur un poste pérenne. Et donc, dans ce cadre-là, on a plusieurs exemples de contrats aidés prescrits avec, par exemple, le conseil départemental de l'Essonne, où nous avons eu plusieurs profils, que ce soit de type administratif, de profil technique en administration, en restauration, pardon, ou entretien de locaux ou espaces verts, qui sont pour la plupart des profils en voie de reconversion, qui, dans le cadre de ces contrats aidés PEC, ont pu acquérir des compétences propres liées au métier et qui ont pu ensuite être recrutés en tant que contractuels et voire même pour certains être titularisés. Et ça représente à peu près combien de contrats pour le conseil départemental? Sur, sur une année, ça représente à peu près une trentaine, voire une quarantaine de postes. D'accord, très bien. Et en titularisation? Alors, en titularisation, en général, les personnes recrutées en contrat PEC, elles font en général 1 à 2 années minimum avant d'être titularisées. Mais là, j'ai pas les chiffres exacts pour 2023, mais sur 2022, on a eu à peu près une dizaine de titularisations. D'accord, donc c'est vraiment un contrat qui Un peut permettre... dispositif, ouais, bien sûr. Les personnes ne sont pas forcément pérennisées sur leur poste sur lequel elles étaient en contrat EDPEC, mais ça leur permet d'avoir un pied, entre guillemets, au sein de la collectivité et elles ont pu basculer de service ensuite en ayant pu valoriser cette expérience acquise dans le cadre du contrat EDPEC. super. Merci beaucoup, Valentina. C'est de la liste. Et donc, du coup, pour terminer les différentes modalités de recrutement dans la fonction publique, on avait aussi envie de vous faire un zoom sur les stages et les services civiques, parce que c'est souvent des modalités qui ne sont pas beaucoup exploitées. Donc, comme vous le savez, un stage, c'est une période temporaire de mise en situation professionnelle dans le cadre d'un cursus pédagogique. Donc, ça veut dire que les étudiants vont pouvoir découvrir les métiers du service public, aussi les valeurs, les compétences attendues. Et du coup, ça leur permet vraiment de pouvoir se projeter dans la fonction publique. Et puis vous, côté employeur, ça vous permet aussi de détecter des futurs talents. On le sait aujourd'hui, les relations écoles dans la fonction publique doivent être développées, doivent être dynamisées. Et le fait de pouvoir utiliser le stage comme porte d'entrée, ça peut permettre parfois de détecter de nouveaux talents.
On a aussi, là, on parlait plutôt du coup des stages étudiants, mais on a aussi des stages, on va dire plutôt demandeurs d'emploi. Donc, on appelle les périodes de mise en situation professionnelle, les fameuses PMSMP. Et donc, les PMSMP, ça permet du coup aux demandeurs d'emploi, indemnisés ou non, de pouvoir se voir prescrire du coup par le service qui l'accompagne, donc soit le Pôle emploi, le Cap emploi ou une structure de l'insertion par l'activité économique, de prescrire du coup une période d'immersion en entreprise qui va permettre à la personne de valider son intérêt pour un métier, de valider son projet professionnel, voire même, pour certains employeurs qui l'utilisent comme ça, peut-être initier une démarche de recrutement, c'est-à-dire que l'employeur va se dire, ben voilà, je sais que j'ai des besoins en restauration, je sais que dans mon vivier d'emploi, dans mon bassin d'emploi, grâce à mes liens avec le Cap emploi, le Pôle emploi, je sais que j'ai des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de métier, mais qui n'ont pas de compétences dans le domaine. Et ben, du coup, je vais permettre à ces personnes de venir découvrir le métier et ça me permettra peut-être d'avoir un sas de pré-recrutement, d'identifier des futurs potentiels pour mon administration. Et donc là, la durée de ce contrat, c'est 30 jours. Après, il peut y avoir quelques exceptions où du coup, on va allonger le contrat, mais c'est vraiment une première découverte métier qui va après soit rebondir sur un contrat d'apprentissage, soit sur un CDD. Voilà. Le service civique, pareil, on sait que c'est un contrat qui se développe de plus en plus dans la fonction publique. Donc, le service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, mais jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc, toujours pareil, dans une logique de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de s'immerger en entreprise le plus longtemps possible. Pour pouvoir y entrer, donc du coup, il faut avoir le critère d'âge, mais aussi la nationalité française ou être européenne, euh, ou alors avoir, bah, comme les modalités de concours, si on est ressortissant étranger, il faut être, il faut être résident de manière régulière depuis au moins un an et posséder un titre de séjour. Les missions du service civique doivent être accessibles à tous, quel que soit le profil, la situation, l'origine, le parcours, la formation initiale du candidat. Donc, vous, en tant que employeur public, vous devez réfléchir, si jamais vous voulez ouvrir un poste en service civique, à ce qu'il soit le plus accessible à l'ensemble des catégories de candidats. Et surtout, ce poste-là doit être complémentaire aux actions des agents et en aucun cas remplacer un agent public en poste ou un contrat aidé. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Le service civique ne relève pas du contrat du Code du travail. Et donc, du coup, il est régi par le Code national par le Code du service national. Et donc, vous pouvez voir là, c'est que les missions peuvent être vraiment proposées dans des domaines très variés. Ça va être la culture, les loisirs, le développement international, l'humanitaire. Ça peut être la solidarité, tout ce qui va toucher aussi à la vie numérique. Donc voilà, ça vous donne aussi la possibilité de réfléchir aussi à peut-être euh, différents domaines d'intervention dans le cadre de vos futurs contrats de service civique. Voilà, nous avons fait le tour du coup des modalités de recrutement dans la fonction publique, donc le concours, le recrutement via la voie contractuelle, l'apprentissage, les contrats d'insertion, les stages, les services civiques. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux bonnes pratiques, parce que comme on vous l'a dit, l'objectif, c'est que vous puissiez repartir de ce webinaire avec quelques bonnes pratiques. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Valentina Sarma, qui va du coup nous faire des retours d'expérience et nous parler d'une des premières bonnes pratiques à appliquer, c'est-à-dire nouer un partenariat efficient avec le service public de l'emploi. Valentina, c'est à toi.
Merci, Gladys. Alors, du coup, très rapidement, pour vous présenter un petit peu le Cap Emploi, on est un organisme de placement spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Donc, vous avez à peu près un Cap Emploi par département. Nous sommes pilotés par l'État, la GFIP et le FIP et le Pôle Emploi. Donc, nous sommes habilités à travailler avec tout type d'employeurs. Donc, aussi bien les travailleurs indépendants, les TPE, PME, entreprises grands comptes et employeurs publics, dont vous faites partie. Donc, le Cap Emploi est composé d'une équipe expert qui est vraiment dédiée, formée au handicap et qui intervient sur le champ de la compensation. Et donc, comme on vous l'a expliqué, nous faisons partie du service public de l'emploi et nous sommes opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, nous accompagnons toute personne qui souhaite évoluer dans le cadre de ces fonctions. Donc, nous avons deux missions, qui est la première qui est l'accompagnement vers l'emploi, donc qui concerne plutôt les demandeurs d'emploi inscrits ou non, et qui souhaitent accéder à un emploi. Nous accompagnons donc dans ce cadre-là aussi tout employeur qui a un projet de recrutement. On accompagne sur la réflexion de la rédaction de la fiche de poste, sur les besoins que peut avoir l'employeur. Et en fonction d'eux, nous allons sourcer les profils qui peuvent correspondre. On vous accompagne vraiment tout au long de la démarche jusqu'à l'intégration de la personne en poste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a transmis des profils, notre accompagnement ne s'arrête pas là. On va s'assurer que le recrutement soit effectif et que la personne recrutée puisse bien être pérennisée sur son poste. Donc, nous avons une obligation d'accompagnement sur les 6 premiers mois. À titre d'exemple, sur une collectivité territoriale, nous avons pu faire le recrutement d'un jeune en situation de handicap trouble cognitif et pour qui nous avons eu un accompagnement sur les 6 premiers mois afin de sensibiliser le collectif de travail, de prendre en compte le handicap du jeune, de pouvoir l'accompagner et de l'aider à s'intégrer au sein de l'équipe. Nous avons pu mobiliser du coup les aides du FIP via ce qu'on appelle une prestation d'appui spécifique. Donc, ce sont des prestations qu'on prescrit nous en fonction de la typologie du handicap et qui permet du coup de faire intervenir, par exemple, un professionnel pour sensibiliser à ce type de handicap-là en particulier. Nous pouvons aussi mettre en place des actions spécifiques avec l'employeur s'il y a des gros besoins de recrutement, peut-être organiser des sessions d'information collective, soit au sein de vos locaux, soit au sein de nos locaux. C'est-à-dire qu'on réunit une dizaine de personnes qui pourraient répondre à votre besoin, faire une présentation commune du poste et ensuite prendre un temps d'entretien en direct. On peut aussi vous associer au job dating qu'on peut organiser dans le cadre du coup de l'insertion. Nous organisons pas mal d'événements. Donc, on peut vous associer à ces événements-là. Donc, on a vraiment tout un large choix possible de partenariats et on s'adapte vraiment à votre besoin. Et il y a une deuxième mission qui est l'accompagnement dans l'emploi, où là, je vais pas trop m'attarder parce que c'est pas le but du webinaire du jour, mais qui est plutôt d'accompagner les salariés en poste qui auraient une difficulté soit en lien avec leur handicap, soit parce qu'elles souhaitent évoluer de poste. Et donc, on intervient auprès des employeurs aussi dans ce cadre-là. Résumer un petit peu, donc du coup, la plus-value du réseau Cap Emploi, c'est que vraiment, on prend en compte le handicap tout au long du parcours de la personne. Et donc, on va pouvoir mobiliser aussi bien les dispositifs de droit commun que les dispositifs spécifiques au handicap. Donc, vous avez vraiment un interlocuteur privilégié, référent au sein de chaque Cap Emploi pour vous accompagner dans vos démarches. L'idée étant qu'on puisse, voilà, être une porte d'entrée pour vous et vous faciliter le process. Donc, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre Cap Emploi pour qu'on puisse mettre en place avec vous un certain nombre d'actions et de vous accompagner au mieux dans votre besoin de recrutement. Et ensuite, on travaille aussi, du coup, chaque Cap Emploi sur un maillage territorial. Donc, on peut être en proximité avec les collègues des autres départements si ça permet d'ouvrir des opportunités pour tout public qui pourrait être intéressé en tout cas par les postes de la fonction publique. Merci Valentina. Mon micro ne Merci, voulait pas Gladys. se reconnecter.
Merci du coup pour cette présentation de l'offre de service de Cap Emploi et ces quelques retours d'expérience. En effet, comme le disait Valentina, la force de Cap Emploi, c'est en effet d'avoir un maillage territorial assez développé sur le territoire national. On le sait aussi, pour certains, vous avez des sites qui peuvent être assez dispersés sur le territoire national. Et à ce moment-là, ça peut être parfois compliqué d'avoir un contact Cap Emploi dans chacun des départements. Là, ce qu'on préconise souvent, c'est de peut-être avoir un interlocuteur national qui, après, va peut-être vous mettre en relation plus précisément avec les bonnes antennes. Et donc là, ce sera un membre de KEOPS, donc qui est un peu la cellule nationale de Cap Emploi. Et à l'issue de ce webinaire, au moment où on vous transmettra du coup le support de présentation, on pourra vous transmettre les coordonnées d'un des pilotes national qui pourra du coup peut-être vous aider, en tout cas, à renforcer vos liens avec Cap Emploi, qui est quand même un des interlocuteurs du service public de l'emploi, qui est vraiment indispensable si vous voulez pouvoir attirer de nouveaux candidats en situation de handicap, mais aussi maintenir dans l'emploi vos agents en poste. Donc voilà, il ne faut pas hésiter en tout cas à les solliciter. Il y a de plus en plus voilà, de, de lien qui se fait entre les employeurs publics et Cap Emploi. Moi, je vous donne un exemple. J'accompagne une agglomération dans le cadre de sa convention avec le FIP. Et du coup, la référente handicap me racontait que, par exemple, pour les contrats d'apprentissage, parce que eux, ils sont vraiment dans cette optique de développer l'apprentissage aujourd'hui, et notamment de développer l'apprentissage des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Aujourd'hui, de manière systématique avec Cap Emploi, quand ils ont le recueil de leurs postes qui vont s'ouvrir en apprentissage, il y a un maillage avec le Cap Emploi de proximité, il y a la publication des offres sur le site, les sites des Cap Emploi, sur le site de la GFIP également, et puis surtout, ils ont un référent Cap Emploi qui fait le suivi du coup, du moment où le candidat est sourcé jusqu'à son intégration au sein de la collectivité et pendant tout le contrat, ce qui a permis du coup de réduire le taux de rupture de contrat de plus de 50%. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez eux. Je suis persuadée que ça peut être dupliqué dans plein d'autres employeurs publics. Mais voilà, le maillage avec Cap Emploi est vraiment important si vous voulez être accompagné et surtout avoir des résultats pérennes d'année en année. On sait que c'est parfois compliqué quand on n'est pas très au fait de ce qui se fait, de pouvoir solliciter les bons acteurs. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à solliciter Cap Emploi. Les prochaines bonnes pratiques que je vais vous citer sont notamment encouragées par le FIP, puisque du coup, les outils que je vais vous présenter sont des outils qui ont été créés dans le cadre du Handipact. Donc, le Handipact, du coup, qui est le réseau des référents handicap des employeurs publics en Île-de-France, puisqu'on est, on est pour le FIP Île-de-France. Et donc là, je vais vous faire peut-être un focus sur la partie développer sa politique de relations école et apprentissage, et notamment au travers de l'outil Contact, qui est un outil qui a été créé pour répondre aux besoins des employeurs publics, pour identifier des candidats qualifiés et notamment ceux qui ont un niveau d'études entre bac+2, bac+5, voire même plus. On le sait que c'est parfois très compliqué pour un employeur, d'ailleurs public ou privé, de détecter des profils qualifiés, donc qui ont un niveau d'études plutôt élevé. Déjà parce que structurellement, on a peu de personnes en situation de handicap qui ont des niveaux d'études élevés. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap qui ont un niveau d'études supérieur à bac+3 ne représentent que 4% des personnes en situation de handicap. Donc, autant vous dire qu'en tant qu'employeur,
public ou privé, vous vous battez pour 4% des candidats si jamais vous n'ouvrez vos postes que aux jeunes diplômés supérieurs à Bac+3. Donc, c'est aussi peut-être parfois une autre stratégie de sourcing à mettre en place, peut-être d'aller recruter sur des niveaux inférieurs et de privilégier la voie de l'apprentissage ou peut-être des passerelles en voie contractuelle pour pouvoir permettre à la personne d'acquérir des compétences pour après la titulariser. Et donc, du coup, fort de ces constats, les employeurs du réseau ont émis l'envie que le FIP puisse mettre à leur disposition un outil qui leur permette d'identifier les interlocuteurs et notamment les référents handicap et les chargés d'insertion universitaire pour les accompagner dans leur sourcing d'étudiants en situation de handicap. Et donc, c'est pour ça que le FIP a créé ce moteur de recherche qui recense à la fois l'offre de formation universitaire en Île-de-France, mais aussi les contacts, les contacts des référents handicap, donc les personnes que vous devez contacter pour justement être en lien avec les étudiants de ces offres de formation. Donc là, les illustrations que vous voyez, c'est une fiche pratique qui a été créée justement pour promouvoir cet outil. Donc bien sûr, je vous transmettrai cette fiche pratique qui vous explique à la fois pourquoi cet outil a été créé, puis surtout après les modalités d'utilisation de l'outil. Et pour les employeurs qui seraient intéressés pour utiliser cet outil, à ce moment-là, je vous propose d'envoyer un mail à handipact.idf@gmail.com. Je vous mettrai pareil l'adresse mail dans le cadre quand je vous transmettrai les supports pour que du coup ma collègue Françoise Bailly-Bécher puisse vous transmettre l'outil par email pour que vous puissiez l'utiliser. C'est un outil qui est régulièrement mis à jour par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, pour nous permettre du coup d'avoir des coordonnées mises à jour régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter si vous souhaitez pouvoir bénéficier de cet outil. Toujours pour développer la politique relations école et apprentissage, dans le cadre des groupes de travail du Handicap Île-de-France, il a été créé un Vademecum apprentissage, qui est en fait un kit complet qui permet vraiment d'avoir une information très exhaustive sur ce que c'est l'apprentissage, comment le mobiliser, voilà, quelles infos pratiques on a besoin pour pouvoir le mettre en place, les procédures à suivre, les grilles de rémunération, les aides mises en place par le FIP, les acteurs locaux et tous les outils que vous pouvez utiliser dans le cadre de cette modalité de recrutement. Donc là, pareil, quelques imprimes écran de ce Vademecum. Donc là, par exemple, vous avez une procédure à suivre. Donc, par exemple, se procurer le formulaire de contrat d'apprentissage, monter les dossiers administratifs de contrat, inscrire l'apprenti à la visite médicale. Vous avez aussi les grilles d'apprentissage donc qui sont mises à jour le plus régulièrement possible. Et puis, vous avez aussi quelques idées d'aide du FIP que vous pouvez mobiliser dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, pareil, cet outil vous sera transmis du coup un peu ultérieurement au support parce que du coup, on est en train de mettre en place une petite boîte à outils où vous pourrez retrouver tous les outils qui sont créés dans le cadre du Handipact Île-de-France. Mais en tout cas, ça vous permettra de pouvoir avoir toutes les informations et peut-être en tout cas de pouvoir faciliter quand on débute dans le domaine vos mises en œuvre, vos prises de décision sur cette thématique. Le réseau a été aussi très productif puisqu'il a créé un guide employeur pour promouvoir l'emploi public auprès des jeunes en situation de handicap. Et là, c'est pareil, c'est un guide clé en main pour pouvoir du coup parler aux jeunes en situation de handicap et promouvoir l'apprentissage. Donc, ça va être par exemple, les clés pour créer sa marque employeur, le recensement des partenaires sourcing, les focus sur l'apprentissage, les focus sur le handicap à l'université.
Donc là, c'est pareil. Vous verrez, l'outil est plutôt bien fait. Ce sont des guides qui ont été vraiment rédigés pour que ce soit simple d'utilisation, très pratique. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à l'utiliser. Ce sont vraiment des guides qui ont été créés pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à en user et en abuser. Ça peut vous permettre parfois, notamment dans le sourcing, on a parfois pas toutes les clés en main, donc ça peut vous permettre, ça peut vous donner des idées d'acteurs que vous pouvez contacter pour trouver des candidats en situation de handicap. Pour terminer les bonnes pratiques, l'une des bonnes pratiques, c'est de mobiliser les aides du FIP. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mobiliser des aides pour faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap. Donc, il ne faut pas voilà, hésiter à les utiliser. Ces aides, bien sûr, vous les retrouvez dans le catalogue d'intervention du FIP. Pour ceux qui ne l'auraient pas, pareil, on pourra vous le transmettre. Dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur le site du FIP. Et donc, du coup, là, par exemple, je vous ai mis l'exemple du contrat d'apprentissage. Sachez aujourd'hui que quand vous euh, effectuez un contrat d'apprentissage, vous pouvez accéder à 6 aides du FIP. Ces aides peuvent toucher aussi bien l'indemnité d'apprentissage que l'insertion, que le tutorat. Et donc là, par exemple, je vous ai mis l'exemple de 3 aides. L'aide au parcours dans l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est une aide en fait qui est versée à l'employeur et qui est reversée après à l'apprenti, par exemple, et qui permet de participer aux frais engagés dans le cadre d'un parcours professionnel. Notamment, par exemple, si jamais la personne a dû déménager ou qu'elle a dû s'équiper pour apprendre avec des outils pédagogiques. Voilà, c'est une aide qui est versée pour le FIP et qui peut être aussi parfois un argument complémentaire quand vous avez un candidat qui hésite à signer son contrat d'apprentissage avec un employeur public. Vous avez l'indemnité d'apprentissage, donc là, qui est aussi une très forte incitation du FIP à destination de ses employeurs, puisque aujourd'hui, le FIP peut prendre en charge jusqu'à 80% de la rémunération de l'apprenti. Donc, c'est quand même un argument non négligeable. On le sait aujourd'hui que vos budgets sont contraints, donc ça peut permettre aussi parfois de faciliter cette mise en œuvre de l'apprentissage. Et puis, une autre aide que j'ai voulu mettre en avant, c'est la prime à l'insertion durable. C'est-à-dire que du coup, si vous recrutez, si vous titularisez euh, euh, une, euh, une personne un apprenti, un contrat PEC, un service civique, eh ben, sachez que le FIP vous verse une aide de 4 000 € au moment où vous titularisez ou que vous passez en contrat à durée indéterminée ce public. Donc voilà, ce sont des aides qui sont non négligeables, qui peuvent permettre parfois le déclenchement d'une titularisation. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas comment dire, à utiliser le catalogue du FIP. Il est très bien fait puisque vous avez à la fois le descriptif des offres, des aides, vous avez aussi les publics concernés et très souvent on se rend compte qu'on a en effet les personnes en situation de handicap qui sont titulaires d'un justificatif, mais vous pouvez aussi avoir des agents avec des restrictions médicales. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est très bien détaillé. Donc n'hésitez pas en tout cas à le feuilleter parce que ça peut vous permettre aussi de trouver des solutions, notamment sur la prise en charge d'aménagement de poste, toutes ces choses-là. Nous arrivons au moment des questions-réponses. Et du coup, ce que je vous propose peut-être, c'est que si des personnes ont des questions et souhaitent pouvoir les communiquer à l'oral, vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros normalement et de prendre la parole pour nous poser vos questions et que ce soit Maëlys ou Valentina ou moi, on sera ravis de pouvoir y répondre. Sinon, Oui, moi, en parallèle, je regarde dans le fil de bonjour. discussion. Oui, Oui, allez-y, madame. alors, Madame Chekal, j'avais une question concernant la voie là, de recrutement qui est à portée un peu expérimentale sur
le fait de pouvoir aller en tant que fonctionnaire sur une autre fonction publique, admettons, en mutation pour pouvoir obtenir une promotion. Mhm. Euh, les listes de postes se situent sur chaque ministère où on a, enfin, dans la fonction publique d'État ou territoriale, enfin bref, y a-t-il un site dédié qui pourrait faciliter la mise en exergue de tous les postes qui sont proposés? Parce qu'actuellement, quand on essaye de chercher, en fait, c'est assez... c'est un peu le parcours du combattant pour accompagner les collègues qui sont en situation de handicap là-dedans. D'accord. C'est très mal fléché à ce jour. Donc, y a-t-il un moyen d'avoir un catalogue, entre guillemets, des postes proposés quand c'est proposé? Parce que, pareil, les dates ne sont jamais indiquées quand il y a une publication de ce type. Et du coup, comme il n'y a pas de retour, nous, en tant que représentants du personnel, parfois, il est pas si simple de pouvoir accompagner en temps dédié les collègues. Et Bien c'est sûr. c'est nébuleuse, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien sur ce point, mais il est vrai que ça devient très compliqué de pouvoir accompagner nos collègues et de les orienter convenablement quand on n'a pas l'intégralité des informations à lui fournir. Oui, bien sûr. Peut-être, Maëlys, si vous voulez y répondre, Est-ce si vous que avez je la peux réponse. répondre? Vous m'entendez? Oui, Rebonjour. Je comprends assez bien cette question, mais là aujourd'hui le thème c'était plus sur le recrutement plutôt que sur la promotion interne. Je ne sais pas si c'est vous, madame, qui avez mis dans le chat que vous souhaiteriez plus d'informations sur la promotion interne pour les agents BOE. Non, c'est pas moi, mais je C'est pense pas que vous, mais je vois que c'est une question qui est ça importante et je rejoint me toutes nos dis questions. que, ouais, exactement, que ça pourrait faire l'objet d'un prochain webinaire pour l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, donc la loi de transformation de la fonction publique, l'article 93, ça a effectivement créé ce dispositif dérogatoire de promotion interne pour les agents BOE. Ça leur permet d'être détachés dans un corps ou un cadre d'emploi de niveau supérieur. Vous avez parlé de changer de versant de la fonction publique. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut aussi être en interne au sein d'une administration. C'est pourquoi je pense que j'aurais du mal à répondre sur le fait qu'il y aurait un site ou quelque chose qui répertorierait les postes proposés pour les agents BOE qui souhaiteraient avoir accès à ce dispositif de promotion interne. Si on parle bien de la même chose, madame. Oui, après, tout à fait. je, Ouais. je sais que sur le... Alors maintenant, il s'appelle... Avant, c'était Place Emploi Public, mais maintenant, ça s'appelle Choisir le service public Ouais. ou, euh, comment il s'appelle le deuxième? Ou emploipublic.fr, vous avez donc l'ensemble, alors pas forcément des postes dédiés au BE, mais en tout cas l'ensemble des postes ouverts à la fois pour donc du coup des personnes qui ne seraient pas fonctionnaires, mais aussi pour les fonctionnaires et même parfois pour envoi de détachement. Donc ça peut parfois vous permettre de détecter des postes auxquels vous n'avez pas forcément accès au sein de votre administration. Maintenant, en effet, je ne saurais pas vous dire s'il existe un outil qui va répertorier euh, tous les postes ouverts dans ce cadre-là. Oui, la problématique, c'est celle-ci, c'est qu'il faut vraiment aller sur chaque ministère pour voir les offres, C'est etc. ça. Et c'est vrai qu'il est dommageable que, par exemple, le ministère de la fonction publique ne recense pas l'intégralité des postes et les mette à disposition sur un même site, par exemple, dédié, qui faciliterait l'accès aux personnes en situation de handicap intéressées par ce dispositif. Excusez-moi. Oui. Oui. Oui, allez-y. J'ai le micro de Vincent Hénat qui s'est allumé, donc je ne sais pas si c'est parce que la personne voulait intervenir. Oui, 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 en effet. Je suis Natalia de Castro, je suis la référente handicap nationale de la Direction générale de l'aviation civile, donc fonction publique de l'État. Je voulais juste intervenir sur ce sujet parce qu'il me semble que la plateforme Choisir
l'emploi public, choisir la fonction publique, enfin je ne sais plus Le effectivement service comment, public, mais oui, le ça a changé de service nom. public, le service public et la plateforme qui répertorie l'ensemble des postes ouverts dans les fonctions publiques et dans la fonction publique de l'État en tout cas. Et aussi bien, me semble-t-il, sur la partie, sur le décret le dispositif dont vous parliez à l'instant, qui est la promotion détachement, que sur tout poste, tous les postes qui sont ouverts, que ce soit aux fonctionnaires. D'ailleurs, maintenant, les postes sont ouverts à tous. Mm. Alors, Voilà. moi, Mais excusez-moi, sur choisir le oui, service public, quand oui. nous avons nos offres à adresser un tapin métier, mots-clés ou références, Mm, vous avez la localisation, en dessous, vous avez les plus de filtres. Dans les plus mm. de filtres, vous avez soit le domaine des différents pans de la fonction publique, soit vous avez la catégorie que vous pouvez Ouais. rechercher, soit même la structure, la nature de l'emploi ou l'expérience souhaitée. Vous avez aussi la possibilité de cocher le télétravail ou le management. D'aucune manière, il est fait état d'un statut RQTH. Et ça ne facilite pas justement la voie de Oui, recrutement mais sur cette ex- nébuleuse. excusez-moi, mais tous les postes sont censés être ouverts à tous. Non, pas dans le cadre de cette promotion, c'est Non, fléché. pas, oui, oui, bien sûr, pas dans le cadre de cette Et promotion, c'est de celle-là mais dont ce je que je veux parle. dire, ah, c'est Voilà. Je uniquement de faisais ça dont état vous parlez. À ça, oui, effectivement, je donc faisais état c'est. de ce point-là qui est Mhm. problématique puisque les agents souhaitant faire une demande pour pouvoir avoir un accès à l'avancement n'ont Oui, pas oui, de. C'est des postes bien dédiés, bien précis, avec des oui, quotas oui, bien tout à fait, précis, et tout à malheureusement, fait. on a du mal à les répertorier et c'est compliqué. Enfin, il y a quand même des obligations de publication par des voies qui sont accessibles à tous. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, DGAC en tout cas, lorsque nous recrutons par la voie, là je sors de ce dispositif, mais par la voie du recrutement ouvrant droit à titularisation, et dans la fonction publique de l'État, c'est l'article 27 et pas l'article 38 qui, je crois, est celui de la fonction publique hospitalière, si je ne me trompe pas. Nous le fléchons dans le cadre de ce dispositif, nous le fléchons bien lorsque nous le diffusons sur choisir le service public. Il est totalement clair que c'est un poste ouvert au BOE. Mais effectivement, ça ne répond en rien, excusez-moi, à votre souci d'avoir une plateforme commune sur laquelle on pourrait faire des recherches sur le dispositif Mais en effet, ce promotion sera peut-être détachement. une évolution du site à terme. En tout cas, c'est Mais je peut-être trouve, une évolution souhaitable du site à terme. mais je trouve que c'est bien, en tout cas, effectivement, de faire comme le disait Maëlys tout à l'heure, de prévoir peut-être un webinaire dédié. Oui, sur cette thématique. Ouais, Tout à fait. voilà. Je crois que dans le chat, Philippe Robert est intervenu à plusieurs reprises, notamment sur la partie découverte de la RQTH des études des apprentis. Je ne sais pas s'il veut intervenir de vive voix. Son propos était que il constatait que régulièrement, les apprentis BE ne parlaient pas forcément de leur situation de handicap dans le cadre du processus de recrutement, de peur de se voir refuser le poste. Donc, du coup, forcément, ou par méconnaissance aussi des droits spécifiques qu'ils avaient le droit. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est partagé aussi par d'autres employeurs. Hein. On le sait, les apprentis ont parfois des difficultés à parler de leur statut. Euh,
Et donc, du coup, il disait qu'à la ville de Paris, ils étaient à peu près au-dessus des 6%, mais avec une diminution constatée lors des 2 dernières campagnes de recrutement. Euh, et qu'en effet, on n'avait pas parlé de la troisième voie, où il y a des épreuves adaptées et réservées aux personnes RQTH, et que c'est toujours adossé en parallèle au concours classique. Donc, en effet, on n'en a pas parlé. Donc, c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Euh, Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon, on vous entend. Ah, Parfait. désolé, j'avais un problème de réglage des préférences. Pas de souci. Mais vous avez un peu résumé ce que je disais. Oui, nous, on constate souvent a posteriori, quand on interroge les candidats, quand on monte les contrats d'apprentissage, voire même des fois, une fois qu'ils sont en emploi, qu'ils sont bénéficiaires d'une RQTH. Donc, c'est vrai que ça fausse un peu les statistiques en Tout à début fait. de campagne de recrutement. Et surtout à la fin, enfin, il y a des fois, on constate la situation parfois en fin de contrat. Donc, voilà, mais je suppose que tout le monde rencontre ces, ces difficultés-là. Et effectivement, la troisième voie, alors je ne sais pas si c'est une pratique, que je suis pas très spécialiste au niveau des concours, notamment dans les ministères, mais en tout cas, nous, à la ville de Paris, chaque concours qui est ouvert, comme je l'écrivais, il y a ce qu'on appelle la troisième voie, donc c'est des épreuves adaptées pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Donc Super. et l'avantage pour eux, c'est qu'ils peuvent à la fois s'inscrire au concours classique et en plus à la troisième voie. Alors après, il y a certains concours où les épreuves ont lieu en même temps, donc ça peut être difficile, mais en tout cas, ça leur offre double chance par rapport à un candidat lambda qui lui ne peut s'inscrire qu'au concours interne ou externe selon sa situation. La troisième voie, ils ont la possibilité de s'inscrire aux deux épreuves, donc d'avoir le double de chance de réussir le concours et donc d'être intégré à la ville. Je ne sais pas Super. si d'autres personnes peuvent témoigner sur les autres collectivités territoriales ou dans les ministères, si c'est la même chose. Et j'ajoutais à la fin, là, par rapport à choisir donc l'emploi public, j'arrive plus à Mhm. retrouver le nom exact du site, mais il me semble, si je me trompe pas, c'est que les offres sont diffusées seulement si on va les mettre en ligne. J'ai pas l'impression, en tout cas, moi, il me semble, pour les offres de la ville de Paris, elles ne sont pas mises automatiquement sur le site, hein. Il faut avoir la démarche. Donc, c'est un peu normal qu'on ne retrouve pas tout ce que les ministères et les collectivités territoriales proposent. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire Et nous, à la Merci ville de Paris, beaucoup. on a 600 offres d'apprentissage chaque année, avec, je vous disais, à peu près 6% de bénéficiaires de RQTH. Mais comme je disais, cette année, déjà, on a moins de candidats, donc forcément, on a moins de candidats reconnus travailleurs Oui. handicapés. Mais on D'accord. fait des efforts et on a une mission handicap qui accompagne nos collègues handicapés, que ce soit en apprentissage ou classique, enfin les titulaires. D'accord. Voilà. Et du coup, j'en profite parce que vous avez la parole. Comment vous, aujourd'hui, vous travaillez votre relation école, justement pour trouver ces apprentis Bah, mais on a déjà des bonnes relations avec le Cap Emploi de Paris. très bien. Donc ça, on travaille évidemment avec eux. On a beaucoup travaillé notamment sur les recrutements des parcours emploi compétences que vous évoquiez, D'accord. où on avait voilà, nos collègues enfin nos amis de Cap Emploi toujours présents dans nos phases de recrutement avec du sourcing et autres. Donc ça se passait très bien. Pour l'apprentissage, il y a assez peu de candidatures qui nous viennent de Cap Emploi parce qu'ils n'ont pas forcément, un peu comme Pôle Emploi, Mm. l'apprentissage n'est pas forcément la voie d'emploi enfin, qui est promue enfin, notamment parce que les publics sont pas forcément dans ces dispositifs-là. Puisque c'est beaucoup les jeunes, donc nous on n'a pas vraiment d'action particulière par rapport aux personnes reconnues travailleurs handicapés dans le recrutement d'apprentis. D'accord. Et vous n'avez pas forcément de relation avec des écoles ou des universités, justement, pour pouvoir Alors, flécher. on a des relations avec les écoles, mais pas, enfin, tout candidat, parce que, D'accord. comme je le disais, on a des difficultés à avoir, mais je pense comme beaucoup d'employeurs publics, on a une baisse de candidatures globales, hein, et on a certains métiers vraiment en tension.
Donc, on travaille avec les écoles. On a essayé, on a commencé à monter certains partenariats avec des écoles, mais c'est des partenariats tout public. On n'a pas fait d'action spécifique par rapport aux personnes travaillant handicapées. On essaye de travailler à la lutte contre la discrimination, donc on n'a pas d'action spécifique. On prend tout le monde, hein, j'ai envie de dire, évidemment avec une attention particulière aux personnes reconnues travaillant handicapées, mais ni plus ni moins que les autres, en tout cas en direction des écoles. D'accord, très bien. Je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet? Oui, moi je Moi, veux bien. Enfin, c'est pas Oui, sur ce sujet, mais oui, bonjour, bah justement. Moi c'est Aurore de l'ANSES. Oui. Alors, moi je travaille pas sur le recrutement au sein de mon établissement, mais je suis référente handicap depuis quelques mois. Du coup, je dois accompagner mes collègues qui s'occupent du recrutement. J'ai bien compris via ce webinaire, dont je vous remercie d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de démarches facilitatrices pour recruter les personnes en situation de handicap enfin, sur des postes de fonctionnaires. Mhm. Le problème chez nous, c'est qu'on ne recrute pas par voie de concours, aucun. Il y a plus aucun concours depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Et du coup, tous nos recrutements s'effectuent quasiment tous par voie enfin, contractuelle, donc ce sont des CDI de droit public. Mhm. Et du coup, je voulais savoir, par exemple, là, on a un petit apprenti dans un des laboratoires qui est donc en situation de handicap. Donc ça, j'ai accompagné que ça. Et je me demandais s'il y avait les mêmes dispositifs pour un peu, pas obligé, mais enfin, pour le garder en CDI. Quelles sont les options, en fait? Parce que est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce qu'on peut lancer une campagne de recrutement en CDI pour les personnes handicapées pour faire le pendant à ce qu'il existe, au dispositif qui existe pour les concours réservés, en gros. Voilà ma question, en fait. Est-ce qu'il y a un pendant pour les fonctionnaires au niveau des emplois, du recrutement en CDI de contractuels de droit public? Bah, alors, ma première réponse serait, ce serait la toute première modalité dont j'ai parlé, notamment l'exemple du ministère des Finances tout à l'heure, ou qui en fait avait fait un avis de recrutement pour les travailleurs en situation de handicap pour ces postes d'inspecteurs et autres. Dans un premier temps, ils sont tous contractuels avant de passer titulaire et donc fonctionnaire. Donc vous pourriez faire, enfin, en tout cas, dans ma logique, c'est que vous pourriez faire la même chose, et sauf qu'au lieu qu'il passe fonctionnaire, il passe en CDI chez vous. Enfin, D'accord, donc là, ce qu'a fait le Minéfice, c'est en fait, c'est pas comme si c'était un stage, le stage classique avant le recrutement en tant que fonctionnaire, c'est ça. Donc, ils les ont mis en CDD de un an et, et ensuite, sans passer de concours, ils les ont basculés au niveau c'est des. ça. Ok, donc là, ça serait possible de faire des concours réservés alors, en affichant que c'est réservé aux personnes en situation de handicap, ce serait pas discriminatoire? Bah là, en fait, vous le feriez au titre de... Alors, je me remets juste au tout début de ma présentation, parce que je n'ai plus en tête. Et je ne sais pas si David veut intervenir sur le même sujet que de ce qu'on parle. Si c'est le cas, vous pouvez prendre la parole, sinon on pourra... Non, non, merci, pas du tout. J'attendrai mon tour. Ok. Tac, 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 tac. En fait, voilà, pour le coup, Aurore, Hmm, pour moi, ça rentrerait dans ce cadre-là. d'accord. Ok. Ça rentrerait dans ce cadre-là. Je ne sais pas si Maëlys, Mais non, parce que ça serait pas ça, puisque d'accéder directement au statut d'agent titulaire sans condition de concours, hein. Donc, c'est bien un statut de titulaire. Donc, ça veut dire que même si à l'issue de l'année de stage, enfin de CDD, il rentre sur des emplois de titulaire. Moi, je ne peux pas donner ça. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'emploi de titulaire. On n'a plus d'IE, on n'a plus d'IR. Voilà. Donc, du coup, euh, co- enfin, là, du coup, ça rentrerait pas. Je sais pas, j'ai pas lu le texte, hein, mais Oui, un oui, oui. dispositif permet aux travailleurs handicapés d'accéder directement au statut d'agent titulaire. Ça veut bien dire que les postes, c'est des Mm. postes de titulaires. C'est une Aurore, excellente... Aurore, Ouais. Maïlis Sabax-Berger. Pour les autres recrutements, vous avez commencé par indiquer que vous passiez tous les recrutements en CDI d'emblée.
Ouais. Nous, alors, nous, Bah, ils sont je ne tous comprends ouverts. pas pourquoi vous feriez une différence pour les BOE. Ils sont tous ouverts hein, aux personnes handicapées. On le Oui, met bien dans notre d'accord. fiche de poste, etc. En fait, c'est bah, pour aller les chercher parce qu'en fait, ils viennent pas. Nous, on a un problème, on n'a pas de candidat. Donc, Non, du mais coup, d'accord, mais je vois pas pourquoi la question se pose. En fait, si tous vos recrutements sont faits en CDI, je vois pas pourquoi vous feriez une dérogation pour bah, les parce qu'en fait, personnes en situation de handicap. bah, dans la fonction publique aussi, tout poste est ouvert aux handicapés. Pourtant, il y a des concours réservés. Ça, c'est pareil. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pour que au moins, Oui, enfin, comme argument De de... vente, mais c'est pas le Voilà. même but. pas, Alors, pas c'est de pas... vente, pas de de- vente, mais de pour dire, parce que attirer. sinon, ils y vont pas d'eux-mêmes, quoi. Alors peut-être que là, le levier, il est peut-être pas le contrat, mais c'est peut-être plus la manière de les approcher. Oui, il faut travailler avec Cap Emploi ou d'autres acteurs. Parce qu'après, c'est peut-être aussi de réfléchir peut-être sur les postes, enfin, sur les conditions des postes auxquels vous recrutez, c'est-à-dire quel est le niveau de diplôme requis, quelles sont les compétences attendues, voir si en effet c'est en complet décalage avec la population aujourd'hui des alors, demandeurs en situation de handicap ou les salariés tout court en situation de handicap. C'est peut-être plus là sur le contenu du poste et les compétences recherchées, peut-être de se dire est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on recherche est trouvable sur le marché avec des personnes en situation de handicap. Si c'est le cas, c'est peut-être de réfléchir à la marque employeur, comment faire pour les attirer. Et si ce n'est pas le cas, c'est comment avoir une étape intermédiaire qui permettrait à ces personnes-là, du coup, d'arriver à vos postes. Et là, l'étape intermédiaire, elle peut être le contrat d'apprentissage. Mais là, en fait, plus que le fait d'ouvrir un CDI spécial personne en situation de handicap, ce serait plutôt de réfléchir à. Je pense que le point de blocage, il n'est pas là. Le point de blocage, il est sur soit c'est les compétences ou les diplômes demandés qui ne sont pas en adéquation avec la population des personnes en situation de handicap. Et donc là, c'est peut-être de réfléchir à comment on peut travailler autrement. Soit, en effet, avoir une étape intermédiaire entre, entre, euh, entre je te recrute, je te fais monter en compétences et après, tu passes en CDI chez nous. Je ne sais pas si ça vous semble clair, Aurore. Si, si, tout à fait. C'est une bonne idée de passer par le contrat d'apprentissage. Effectivement, peut-être que l'outil là, dont vous avez parlé permettrait d'aller les chercher. Mm. Ok. Ouais, ok. Merci. Pas de souci. David, vous aviez une question. Oui, bonjour, merci. Donc, je vais bientôt prendre mes fonctions de délégué handicap régional au Centre ministériel de gestion de Toulon. Donc, c'est le ministère des Armées. Ce sera donc une question de néophyte. On a parlé au début du contrat d'apprentissage qui peut être prolongé d'une année. Donc, je comprends que c'est réservé au BOE. Mais au départ, le contrat d'apprentissage, il est de quelle durée? Alors, il peut être entre 6 et 24 mois, un contrat d'apprentissage. Non, ça peut aller jusqu'à 3 ans. C'est en fonction Ah oui, non, du c'est 3 Ça ans, diplôme. c'est dépend contrat du pro. diplôme. C'est uniquement lié à la longueur du diplôme préparé. Très bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, David. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ou avait envie d'intervenir? Je Oui, voulais. moi. Oui, c'est... En fait, moi, j'ai une petite question par rapport au maintien plutôt. On s'interrogeait avec mes collègues, en fait, on est conseillère emploi accompagné, donc Oui. un dispositif qui accompagne les personnes en situation de handicap vers l'emploi et dans le maintien dans l'emploi. Et en fait, on se rend compte que les services de la fonction publique ne nous laissent que très peu intervenir ou font très très peu appel à nous, que ce soit pour les recrutements ou les maintiens. Et on s'interroge en fait sur le pourquoi, puisque quand on écoute ce webinaire, du coup, la fonction publique essaye vraiment de grossir ses rangs de travailleurs en situation de handicap. Euh, Vous êtes conseillère Pôle emploi, Cap emploi ou... Non, emploi accompagné. D'accord, ok. alors, la En première... fait, c'est vraiment Oui, l'objectif de tous ces handipact et du FIPHFP, c'est de faire connaître. Je pense qu'il y a une méconnaissance commune des dispositifs, c'est ça. aussi bien du côté des employeurs que du côté SPE, on va dire. Donc,
en communiquant et en recommuniquant qu'on essaye de créer les partenariats et que chacun pense au fait de pouvoir solliciter en tant qu'employeur le CAP, par exemple, ou le service public de l'emploi de façon plus générale. Et je tiens à préciser à tout le monde, je ne sais pas si on l'a dit, en tout cas je le redis, pour un employeur, le coût est nul quand il fait appel à Cap Emploi. Ça me Alors, paraît important de le l'emploi redire. accompagné, c'est pas Cap Emploi en fait. Non, non, on va dire, on va mettre ça dans le SPE. Pas du tout, non Pas du plus. tout. L'emploi accompagné, pour le coup, intervient après les SPE et est mobilisé par Cap Emploi ou Pôle Emploi ou les missions locales Oui, pour maintenir les personnes en situation de oui, handicap et mettre en place tous les oui. aménagements nécessaires. Non, mais pour l'employeur, il va se tourner dans un premier temps vers le Cap Emploi. Oui, mais en fait, quand C'est Cap ça ce que Emploi je nous voulais dire en mobilise, fait, c'est l'employeur ne nous essayer de laisse pas mettre en intervenir. relation les uns avec les autres. Oui, mais quand Cap Emploi nous mobilise, du coup, l'employeur ne nous laisse pas intervenir. Et c'est ça notre question, en fait. Ah, Comment on est ah censé oui, ça c'est. maintenir quand on ne nous laisse pas intervenir? D'accord, le Cap Emploi vous mobilise pour une situation d'un agent de la fonction publique et l'employeur vous dit de ne pas intervenir. C'est ça votre C'est ça, ne nous laisse pas difficulté aujourd'hui? intervenir au poste de la D'accord, personne pour l'aménager. d'accord. D'accord. Et quelles sont les raisons qui vous ont donné? Je suppose qu'on ne vous dit pas juste ne venez pas, on vous donne un argument. Alors, il y a des arguments de confidentialité D'accord? qui, pour nous, n'ont rien à voir puisqu'on est dans le secret professionnel. Donc, voilà. Il y a des arguments aussi, des fois, on est censé intervenir en lycée ou simplement le rectorat nous refuse l'autorisation d'accéder au lycée parce qu'il y aurait un service qui fait notre travail, sauf que l'agent n'a jamais rencontré ce service malgré plusieurs demandes de Hmm. mobilisation. D'accord. Et donc là, on est sur des parcours quand même de personnes qui sont bloquées, qui se retrouvent en arrêt ou en mise au placard. Enfin, il faut dire les choses telles qu'elles sont, alors Ouais. qu'ils Non, bénéficient quand même d'un ouais. dispositif qui est fait pour les accompagner. Alors, C'est C'est parce que vous très dérangez. intéressant. Ce que je vous propose, c'est vraiment de le dire au Cap Emploi qui fait remonter après, par exemple, au FIP et qu'on soit informé de ces difficultés pour essayer de retourner vers l'employeur pour les comprendre. Mais là, aujourd'hui, le thème, c'était plus le recrutement. Mais sincèrement, faites remonter. Moi, je trouve ça vraiment intéressant et de savoir comment est-ce qu'on peut aider. tout à fait. Et là, je pense que vraiment, je rejoins Maëlys sur le fait que je pense que c'est vraiment une méconnaissance du dispositif euh, par rapport notamment aux employeurs publics, parce que nous, on le voit quand on accompagne les différents employeurs publics dans le cadre des conventions, pour la plupart, ils ne font pas appel à ces dispositifs-là parce qu'en fait, ils n'en ont pas connaissance. Ou alors, ils n'arrivent pas à projeter le dispositif dans leur quotidien et à se dire, bah voilà, un, un collaborateur qui est en difficulté, qui est-ce que je peux mobiliser pour faire en sorte que sa situation s'améliore. En tout cas, voilà, comme le disait Maëlys, c'est intéressant que vous puissiez le remonter à Cap Emploi. Alors, Euh, c'est des remontées et qui ont déjà été faites à plusieurs reprises, hein, parce que c'est des situations qui reviennent régulièrement. donc, mais et en tout cas, moi, je veux bien que vous puissiez envoyer un mail sur l'adresse Handipack que vous recevrez Mhm. en même temps que le support, parce que nous, on fait régulièrement des webinaires sur cette thématique et ce sera peut-être l'occasion pour vous d'intervenir et d'expliquer peut-être les difficultés de mise en œuvre Mhm. ou peut-être de participer aussi à des tables rondes où on peut Oui. échanger justement sur la mobilisation de certains dispositifs qui peuvent faciliter soit l'intégration, soit le maintien dans l'emploi des agents. Et du coup, ça peut être bien d'avoir justement le retour d'un partenaire terrain qui éprouve des difficultés de mise en œuvre. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer un petit mail pour qu'on ait vos coordonnées et qu'on puisse vous solliciter. Ok, pas de souci. Merci. Merci à vous. J'ai une autre demande, si vous permettez. Oui, Euh, donc là, pour le coup, l'établissement public nous accorde l'accès. Euh, il faut savoir que dans le privé, il existe la RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui permet du coup de bénéficier par la GFIP d'une aide financière pour compenser la perte de capacité d'un salarié. Or, cette RLH n'existe pas dans le FIP, auprès du FIP, donc la fonction publique n'a pas ce type d'aide-là, mais on est en recherche désespérée en fait d'aide justement pour pouvoir compenser quand un salarié a perdu des
compétences professionnelles, donc il est en poste, mais il n'est plus en capacité de faire son travail à 100% sur le temps à 100%. Donc, on va être sur une capacité, admettons, de 80%. Et ces 20% qui restent à la charge des autres salariés, ben, du coup, il n'y a pas d'aide financière, soit pour le service qui embauche la personne en situation de handicap pour... pour pallier justement à cette perte d'activité, soit pour récompenser, on va dire, les autres salariés qui absorbent cette surcharge d'activité professionnelle. Et donc ça, nous, on est un petit peu en demande aussi parce que ben, les services qu'accueille une personne en situation de handicap qui, du coup, perd peu à peu des capacités professionnelles, se retrouvent en difficulté pour le maintenir en emploi. Donc, en effet, c'est quelque chose que nous, on n'a pas côté, enfin, qu'on n'a pas. C'est une remontée qu'on n'a pas forcément côté prestataire, mais qu'on a plutôt côté employeur. Notamment, je sais que c'est une remontée qui est souvent présente en hospitalière, voilà, où on nous partage ces situations-là. Comme je le disais tout à l'heure peut-être à l'une de vos collègues, je pense que ce serait vraiment intéressant du coup de nous transmettre vos coordonnées pour justement peut-être réfléchir à un groupe de travail sur cette thématique et en effet voir si, s'il y a quelque chose de faisable ou quelque chose d'envisageable dans le cadre du catalogue d'intervention du FIP. Mais là, à l'instant T, je ne pourrais pas vous donner une réponse voilà, qui, à mon avis, vous satisfera. Et puis surtout, je pense que c'est une discussion qu'il faut que les instances du FIP puissent avoir. Et pour ça, il faut qu'elles aient des remontées très factuel de situation. Voilà, donc moi, ce que je vous invite, c'est en tout cas de pouvoir nous envoyer un email en retour de mail suite à la transmission du support. Et à ce moment-là, on pourra essayer de réfléchir à en effet un groupe d'échange sur cette thématique et voir s'il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre pour bah, faciliter et lever ces freins, parce que ce sont des freins. Donc, Oui, puis du coup, ça démobilise certains services de la fonction publique qui partaient plutôt sur une bonne volonté. Et puis, en fait, comme ils se retrouvent en difficulté, des fois, après, ils seront peut-être moins enclins à accepter une personne en situation de handicap. Donc, c'est dommage. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, s'il ne vous reste plus de questions, en tout cas sur la thématique du jour, sachez que vous pouvez de toute façon retrouver sur le site du FIP l'ensemble des outils ainsi que les replays du webinaire. Vous pourrez aussi les recevoir par email à la suite de cette présentation. Donc, je vous enverrai le support, le lien pour le replay, ainsi que, alors ce sera sans doute dans un deuxième envoi, les différents outils que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à utiliser tous les outils qu'on a pu vous présenter aujourd'hui. Je crois que David, vous aviez une autre question avant que je puisse Oui, merci. conclure. Finalement, une dernière question. Je Oui. voulais savoir, là, Toulon organise ce qu'on appelle, c'est un événement, le Defense Event, où en tant qu'employeur, on va proposer 5000 emplois. Et je voulais savoir si en tant que Cap Emploi, il pourrait y avoir un partenariat avec quelqu'un de votre organisme de présent et qui pourrait apporter ce volet handicap et compléter des réponses à des questions, enfin des réponses qu'on n'aurait pas forcément. Oui. C'est le Bah, du deuxième coup, qui est je pense. organisé cette année. Et ça m'a fait penser à ça parce qu'il y a une offre d'emploi importante au ministère et voilà, on pourrait s'inscrire aussi dans ce cadre-là. Bah, en effet, on pourra vous transmettre les coordonnées de Cap Emploi Toulouse, enfin, en tout cas sur votre bassin, et peut-être du coup prendre contact avec eux pour savoir s'ils peuvent être disponibles sur l'événement. Parfait. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention, pour votre participation, pour l'ensemble de vos questions. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire consacré à la PPR, la période de préparatoire au reclassement. Et du coup, ce webinaire aura lieu le 21 novembre sur le même horaire qu'aujourd'hui, 9h30, 11h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site du FIP. Et voilà, et merci à tous. Merci à Maëlys, du coup, et à Valentina pour votre intervention, pour avoir co-animé ce webinaire avec moi. Je ne sais pas si vous aviez un mot de la fin. Merci à vous, bonne journée. Parfait. Merci, au revoir. Merci, très bonne fin de journée à tous. Merci à À bientôt. tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.